Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'Union africain et vous avez bien raison. Après des mois de tension et des joutes verbales, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont accepté finalement l'invitation du Qatar et se sont rencontrés à Doha. Tout le monde a été surpris quand on a vu cette photo des deux chefs d'État avec l'émir du Qatar, une photo publiée par le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Personne ne s'y attendait. C'est une rencontre qui a été organisée, bien évidemment, dans le plus grand secret. Et la déclaration qu'on a vue également, publiée par la présidence congolaise, a indiqué que les deux présidents se sont engagés à soutenir l'arrêt immédiat des hostilités, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils se sont également engagés à soutenir les processus de Luanda et de Nairobi fusionnés maintenant et les efforts régionaux visant à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, des efforts conjoints de la SADC et de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé finalement à convaincre les deux parties à organiser cette rencontre au plus haut sommet, la rencontre de haut niveau? Parce que, souvenez-vous, il y avait une rencontre qui était prévue le 15 décembre 2024, mais finalement, Paul Kagame, le président rwandais, s'était dérobé. Aujourd'hui, à Doha, à Doha, il a affirmé, comme tout le monde, qu'il soutient le processus de Luanda. Justement, on se posait la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause ou grâce aux pressions qu'il est en train de subir? Vous savez qu'on en parlait hier. Il y a des sanctions que l'Union européenne a prises contre le Rwanda, enfin, contre les responsables rwandais, civils et militaires, contre les responsables également de la rébellion du M23. Est-ce que pour cela que Paul Kagame a finalement accepté de rencontrer son homologue congolais? La question reste posée. Et si c'était, si ce n'était pas finalement le Qatar qui était l'initiateur de cette rencontre, si c'était une autre grande puissance qui a mis la pression sur les deux présidents afin qu'ils engagent des pourparlers, c'est peut-être l'option la plus plausible. Et pour comprendre justement, il faudrait qu'on s'intéresse un tout petit peu à son médiateur aussi reprenant que le Qatar. Car le Qatar, qui est un investisseur important au Rwanda, qui a des actions dans la société aérienne du Rwanda, Rwandea, qui entretient également des relations économiques et diplomatiques avec la République démocratique du Congo. C'est un statut évidemment qui est avantageux et qui peut jouer pour faire cette médiation. Mais on a vu dans le passé que le Qatar représente également des intérêts des puissances occidentales dans cette région du Golfe. Et pour vous situer, nous allons revenir sur un exemple récent d'un opposant rwandais qui s'appelle Paul Rusesabagina. Enlevé en 2020, lorsqu'il était en déplacement à Dubaï, aux Émirats arabes unis,
Il a été enlevé par les services secrets rwandais et amené de force à Kigali. Il sera par la suite traîné devant la justice du Rwanda sous accusation de terrorisme et condamné à 25 ans de prison. Comme Paul Rusesabagina est un résident permanent des États-Unis, ce pays, les États-Unis d'Amérique, se sont intéressés à son cas et, dénonçant un procès politique, ont demandé au Rwanda de le relâcher, ce que le Rwanda ne voulait pas entendre. D'ailleurs, dans une déclaration, Paul Kagame avait estimé que même si son pays était envahi, Paul Rusesabagina ne serait pas relâché, qu'il devait purger sa peine jusqu'au bout. Mais quelques mois plus tard, c'était en 2024 ou 2023, je ne me souviens plus, Paul Rusesabagina, finalement, a été sorti de prison, embarqué dans un avion et à destination de Doha, au Qatar. Il n'est pas immédiatement rentré aux États-Unis, il a été embarqué jusqu'au Qatar. Et officiellement, c'est le Qatar qui avait mené la négociation visant sa libération. Mais on sait justement que c'était les États-Unis qui étaient derrière. Et si c'était la même chose dans cette affaire de crise d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Car il y a des coïncidences qui sont surprenantes. Parce que la rencontre a eu lieu ce mardi 18 mars 2025. 2 jours plus tôt, le président Tshisekedi rencontrait à Kinshasa l'envoyé spécial des États-Unis qui s'appelle Ronnie Jackson. C'est un parlementaire, un congressman américain qui est donc envoyé spécial du président Donald Trump. Selon la présidence congolaise, toujours, la rencontre visait à cimenter des relations économiques et diplomatiques entre les deux pays. Et concernant justement cette crise à l'est démocratique du Congo, Ronnie Jackson a indiqué, toujours selon la présidence congolaise, qu'il convient de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour que les investisseurs américains puissent justement venir faire des affaires dans cette région. Et quand on a lu cette déclaration, nous sommes restés sur notre faim, puisque justement, c'était incomplet. Parce que si on dit qu'on veut que la paix soit ramenée dans cette région, il fallait aussi indiquer la manière dont on comptait s'y prendre. Comment est-ce que la paix devait être ramenée? Par la force ou par la négociation? Là, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris la position américaine, justement, représentée lors de cette visite par le congressman en question. Donc, on n'avait pas compris. Et comme par hasard, 2 jours plus tard, on voit le président congolais à Doha en compagnie de son homologue, disons son frère et ennemi, Paul Kagame. Alors que justement, cette rencontre n'avait pas été possible à Luanda le 15 décembre 2024. C'est une coïncidence intéressante. Et puis, il y a des sanctions qui ont été prises le 17 mars par l'Union européenne et qui ont fait que la rébellion du M23 annule sa participation au pourparlers qui devait avoir lieu à Luanda entre le M23 et une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo. La rébellion du M23 a évoqué les sanctions prises par l'Union européenne pour ne pas participer à ces pourparlers de paix. Mais si, par exemple, si c'était cette grande puissance que sont les États-Unis, qui avait demandé que ces pourparlers de paix de Luanda n'aient pas lieu, puisque justement, il y avait
une rencontre de haut niveau qui était prévue à Doha entre les deux chefs d'État. Bon, c'est une hypothèse, je n'affirme rien, mais il est permis de se poser des questions. Parce que justement, c'est surprenant de voir que cette rencontre de Luanda est annulée. Par qui? Par la rébellion qui est normalement téléguidée par Kigali, on le sait. Et les États-Unis qui ont demandé à la rébellion de ne pas aller à Luanda, ou c'est Kigali qui disait que finalement, puisqu'ils allaient rencontrer le chef de l'État congolais, c'était inutile d'aller à Luanda. Dans le même temps, mardi 18 mars, justement, il y a un émissaire de la représentante des Nations Unies dans cette région qui a rencontré la rébellion. La MONUSCO, qui est à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, n'avait pas daigné rencontrer cette rébellion, puisque justement les rebelles accusaient la MONUSCO de soutenir les combattants des FARDC, des forces armées de la République démocratique du Congo. Et subitement, ce mardi, Monsieur le marquis est allé rencontrer les responsables de cette rébellion. Évidemment, on ne sait pas ce qui s'est dit lors de cette rencontre, mais le fait même d'avoir des entretiens avec les responsables de la rébellion est révélateur. C'est que les lignes sont en train de bouger. Évidemment, la rébellion du M23 se sent considérée, puisqu'il y a cette rencontre, il y a des émissaires des Nations Unies qui sont allés rencontrer les responsables. Mais on se pose toujours des questions. On ne sait pas ce qui s'est dit. Et si c'était alors aussi, si l'émissaire qui a été présenté comme l'émissaire des Nations Unies était en réalité un émissaire des États-Unis d'Amérique, qui lui aurait dit aller rencontrer ces combattants du M23 et leur transmettre son message. Quel message, je ne sais pas. Mais puisque justement, il a été décidé, il a été convenu dimanche à Kinshasa qu'il fallait que la paix revienne dans cette région afin que les investisseurs américains puissent s'y établir. Ça veut dire que les États-Unis, qui disposent de beaucoup de moyens politiques et de pression, auraient décidé de mettre fin à cette guerre et de transmettre des messages aux uns et aux autres. Il y a des acteurs sur le terrain qui sont les rebelles du M23 et justement le message leur aurait été transmis. Et si mon hypothèse est plausible, le message leur aurait été transmis par l'émissaire officiellement des Nations Unies. Et puis, au Qatar, il y aurait un autre message transmis justement par l'émir du Qatar, mais qui viendrait également de Washington. En tout cas, il y a cette hypothèse que je fais mienne, moi, parce que on ne voit pas comment ce qui n'a pas été possible justement à Luanda en décembre, subitement comme cela, soit une réalité sous nos yeux. Pour revenir à la déclaration de Luanda, à la déclaration de Doha publiée par la présidence congolaise, il y a deux points importants qui sont à noter. D'abord que les deux parties, les deux chefs d'État s'engagent à soutenir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. J'ai envie de demander, de poser cette question. Un cessez-le-feu immédiat est dans l'intérêt de quelle partie? Parce que justement, nous le savons, sur le terrain militaire,
les rebelles, enfin, les combattants rwandais qui se présentent comme la rébellion du M23 continuent d'intensifier les combats et de gagner d'autres territoires, de conquérir d'autres territoires. Même si le Rwanda est au dos au mur, diplomatiquement parlant. Le Rwanda est sous pression, on l'a vu, on l'a dit également. Donc, un cessez-le-feu immédiat, ça arrange le Rwanda ou la République démocratique du Congo. Bon, si les combats s'arrêtent aujourd'hui, évidemment, pour la République démocratique du Congo, cela représente un intérêt, puisque évidemment la rébellion ne continuerait pas à avancer et à conquérir d'autres territoires. Parce qu'on a dit hier, ils sont aux portes de Walikale et ils voudraient aller à Nouvelle-Kisangani. Donc, ça veut dire que si les combats s'arrêtent, justement, ça stopperait les ardeurs des combattants de la rébellion. Mais du côté du Kigali, justement, c'est aussi une façon de marquer des points. Pourquoi? Parce que un cessez-le-feu signifierait qu'ils gardent les territoires déjà conquis. Et ce sont de vastes territoires. Ils occupent toutes les régions de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo. Ils occupent les grandes villes de l'Est, qui sont Goma et Bukavu, essentiellement. Ils continueraient justement à exploiter les mines et appuyer d'autres ressources. Donc, ça veut dire que si le combat s'arrête maintenant, le Rwanda sera gagnant, puisque le Congo est du moins momentanément amputé de ces vastes territoires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux chefs d'État ont dit qu'ils soutenaient les processus de Rwanda et de Nairobi. Or, les deux processus, et surtout à la réunion conjointe du 8 février 2025 entre la SADC et l'EAC, ont demandé le retrait des forces non invitées. Et donc, il faudrait, même si ce n'est pas mentionné dans cette déclaration, il faudrait justement que dans un proche avenir, on puisse à l'armée rwandaise de se retirer de la République démocratique du Congo. Là, les choses deviendraient normales. Mais stopper les combats, c'est bien, mais tant que l'armée rwandaise ne se sera pas retirée de la République démocratique du Congo, le problème persisterait. Si tant que le cessez-le-feu va être respecté, on reverra et peut-être on y reviendra. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, justement, c'est que c'est le soutien à ces accords de Rwanda. Les efforts diplomatiques régionaux et internationaux visant à résoudre cette crise à l'est de la République démocratique du Congo, en fait, ces efforts se présentent comme un jeu de piste. Vous savez, il y a des signes qui sont destinés à vous montrer le chemin et il y a d'autres signes plutôt qui vous déroutent. Et c'est ce qu'on voit, nous. Par exemple, la réunion de Rwanda qui était prévue ce mardi 18 mars, c'était peut-être une forme de diversion. Parce qu'on ne voit pas pourquoi cette réunion était prévue. Annulée peut-être, on ne sait pas d'ailleurs d'où est venue l'initiative de demander aux rebelles de ne pas s'y rendre. Mais s'il devait y avoir cette rencontre de Doha, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y allait y avoir une discussion directe entre les rebelles et le gouvernement de Kinshasa? On n'a pas compris, peut-être que c'était pour nous dérouter justement. C'était une sorte de diversion. Parce que la vraie rencontre, c'est la rencontre qui a eu lieu à Doha. Les vrais responsables, ça veut dire le responsable en fait de la déstabilisation, c'est Paul Kagame. Évidemment, la partie congolaise doit être représentée par son chef qui est le président de la République. Dans le même temps, il y avait une réunion
à Harare, une réunion ministérielle des Affaires étrangères qui, qui justement se penchait également sur cette question dans le cadre des efforts conjugués entre la SADC et l'EAC. Mais rien n'est sorti de cette réunion. Rien n'est sorti de cette réunion, justement. Il y a des efforts, mais il y a des rencontres qui peut-être sont des rencontres de forme. Parce que le fond, on ne le voit pas. Et voilà. Et donc, on voulait tout simplement évoquer cette rencontre qui est très importante entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame. On verra ce que ça va donner parce que les deux chefs d'État se sont engagés à poursuivre des discussions pour trouver une solution durable à la crise congolaise à l'est de la République démocratique du Congo. On verra ce que ça va donner, mais moi, je vous donne mon avis, c'est que peut-être c'est les États-Unis d'Amérique qui ont mis la pression et peut-être qui ont décidé d'en finir avec cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, afin que les investisseurs américains puissent commencer leurs investissements, de faire des affaires dans cette région. Là aussi, on verra comment ça va évoluer et forcément, on y reviendra. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.